Bonjour à tous et encore une fois bienvenue sur votre chaîne Yaz Academy e-learning course. J'espère d'abord que vous avez passé un bon week-end malgré le confinement et que vous êtes prêts pour une nouvelle session de la formation. Une précision d'abord avant d'aborder cette nouvelle session. Certains amis qui ne sont pas dans le domaine de l'aviation m'ont demandé si le personnel navigant de cabine est tenu de maîtriser certains aspects qui apparaissent techniques s'agissant de l'aviation. Question légitime, effectivement, quand je sais qu'ils font allusion là aux 4 premières sessions de la formation publiées la semaine dernière et qui effectivement peuvent apparaître assez techniques dans certains aspects. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle premier du PNC à bord d'un avion, c'est d'assurer la sécurité des passagers et de la cabine. Ces éléments de la formation répondent donc à une exigence réglementaire de la direction de l'aéronautique civile marocaine, mais également à celle des autorités aéronautiques européennes et celles des pays du Golfe. L'objectif étant de préparer nos étudiants aux épreuves du certificat de sécurité et sauvetage. Ces connaissances permettent aux futurs PNC, hôtesses de l'air et stewards, de pouvoir d'une part situer facilement les composantes majeures de l'avion quand nous aborderons les modules de sécurité et sauvetage un peu plus complexes, et d'autre part de faciliter la communication en utilisant une terminologie professionnelle avec le PNT, donc les pilotes, lors des briefings pré-vol et autres phases de vol. Voilà, cette précision étant maintenant faite, nous passons à notre thème du jour, les moteurs. La motorisation est un élément très important pour un avion. En effet, ses performances opérationnelles en dépendent fortement. Depuis plus d'un siècle, les moteurs à réaction, ou les réacteurs dans la terminologie de l'aviation, sont les moteurs les plus performants dans le domaine de l'aviation. Créer de l'énergie pour avancer, c'est l'élément indispensable de tout véhicule. Dans le cas des avions, ce sont les moteurs, encore une fois les réacteurs, situés sous les ailes, qui vont procurer à l'appareil la force nécessaire pour décoller et se maintenir en vol. Pour un avion civil, le turboréacteur n'est pas seulement un organe propulsif. Il fournit aussi toute l'énergie disponible à bord sous forme électrique, hydraulique et pneumatique, et alimente ainsi le système de pressurisation et de conditionnement d'air. Le groupe moteur est ainsi souvent appelé générateur de puissance ou power plant. Rappelez-vous ce que nous avons déjà dit par rapport aux 4 forces nécessaires pour le fonctionnement d'un avion. Le but recherché étant de donner à une masse de fluide, donc l'air, une vitesse dirigée vers l'arrière qui provoquera une réaction vers l'avant, produisant ainsi la propulsion nécessaire, traînée, traction. Du nice to know dans cette partie. Il faut savoir que les constructeurs d'avions, notamment Airbus et Boeing, ne fabriquent pas eux-mêmes les moteurs pour leurs avions. Ce sont des sous-traitants spécialisés qu'on appelle des motoristes qui s'en chargent pour eux. Vous avez certainement déjà entendu parler des plus célèbres d'entre eux, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, General Electric et Snecma qui fait partie du groupe Safran. En plus de la propulsion, un moteur d'avion participe à la réalisation d'autres fonctions majeures d'un avion. D'abord, la pressurisation sur laquelle nous reviendrons en détail ultérieurement dans la partie procédure normale. La pressurisation, c'est l'action de pressuriser, maintenir une enceinte fermée à la pression atmosphérique normale. Les avions volent entre 10 000 et 13 000 mètres d'altitude en vol de croisière, mais à cette altitude, l'air est très froid, quelque chose comme moins 56 degrés Celsius, et il est tellement peu dense qu'un humain s'évanouirait en une dizaine de secondes s'il devait le respirer. On fait donc en sorte de maintenir une pression atmosphérique vivable dans la cabine et des masques à oxygène sont disponibles en cas de dépressurisation. Les avions qui volent au-delà de 3000 mètres d'altitude doivent donc être pressurisés pour que l'air y soit respirable sans effort, c'est-à-dire que l'air ambiant est d'une densité égale à ce que l'on rencontre au sol lorsqu'on se retrouve en moyenne montagne, même si l'on vole beaucoup plus haut. L'air provient de l'extérieur de l'avion, il est réchauffé et compressé et
Plusieurs systèmes complémentaires permettent de maintenir ce niveau de confort et de sécurité. Autre fonction, le freinage. C'est la fonction reverse en anglais, où le fluide entraîné par le moteur est dirigé vers l'avant pour assurer le freinage de l'avion. Dans la terminologie de l'aviation, l'inversion de poussée, souvent désignée par son terme anglais reverse, est le mécanisme permettant d'orienter vers l'avant une partie ou la totalité de la poussée exercée par un moteur à réaction dans le but de ralentir un avion et de réduire sa distance de freinage lors de l'atterrissage. Une troisième fonction, le dégivrage. Le givrage est réputé dangereux pour l'avion. Pour le dégivrage, l'avion dispose de systèmes de réchauffage thermique ou anti-icing par air chaud provenant des réacteurs, donc justement qui empêche la constitution du givre sur les ailes. Ce système permet de réchauffer modérément les parties vulnérables de l'avion afin d'empêcher l'accrochage des particules d'eau solidifiées, quelle qu'en soit leur forme. Avant de voir à quel rythme les moteurs fonctionnent dans les différentes phases du vol, nous allons essayer en fait d'avoir un petit aperçu des différentes phases du vol. Un vol en avion avec passagers se résume donc aux phases de vol suivantes. Roulage au départ, décollage, montée, croisière, descente, approche finale et roulage à l'arrivée. Le roulage d'abord. L'avion circule au sol depuis son aire de stationnement jusqu'à la piste, mais il s'arrête avant d'y rentrer et attend les instructions du contrôle aérien. En effet, les pistes étant très souvent utilisées pour le décollage et l'atterrissage, un avion est peut-être en train de se poser et la piste doit alors rester libre. Au roulage, les pilotes jouent les faibles régimes du moteur pour faire rouler l'avion jusqu'à la piste. Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l'avion le plus vite possible. Mais quand la piste est longue et que l'avion est peu chargé, le décollage s'effectue souvent avec une puissance légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l'usure des moteurs. Après le décollage, durant la montée, les pilotes procèdent en général à une diminution de la puissance des moteurs, car la pleine puissance n'est plus nécessaire et entraînerait une consommation de carburant élevée. La phase de croisière, l'avion vole en palier. Cette phase peut être plus ou moins longue en fonction de la vitesse et de la distance à parcourir jusqu'à l'arrivée. Donc en croisière, la puissance est encore réduite de façon à avoir le meilleur compromis consommation-vitesse. Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d'altitude faisant prendre naturellement de la vitesse à l'avion. De plus, en dessous de 3300 mètres d'altitude, la vitesse des avions civils est limitée à 250 nœuds, environ 450 km/h. Au moment de l'approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de descente vers la piste ainsi qu'une bonne vitesse. On va voir maintenant la partie fonctionnement des moteurs. Et donc, pour ceci, on va utiliser ces schémas-là. Donc, je vous demanderai de les suivre attentivement. L'air est aspiré par l'avant du moteur, puis refoulé à grande vitesse et à haute température derrière le moteur. C'est un peu comme une sorte de sèche-cheveux. Dans la pratique, l'air est aspiré, compressé, brûlé, puis enfin recraché pour fournir une force propulsive. Et donc le réacteur, qui est en fait un moteur à réaction, fonctionne sur le principe d'action-réaction. Il expulse des gaz vers l'arrière, c'est l'action, et par réaction, il est propulsé vers l'avant. Pour faire bouger un avion, il faut éjecter des gaz en permanence. Le réacteur est donc équipé d'un système, un ensemble de disques et d'ailettes qui permettent
aspirer de l'air en permanence. L'air est comprimé, puis il est injecté dans la chambre à combustion. On y injecte également du kérosène, une étincelle, et le mélange s'enflamme. Les gaz se dilatent comme l'air, puis les gaz sont expulsés. Action-réaction. L'avion sur lequel est fixé le réacteur se déplace dans l'air et l'air qui circule sur les ailes le fait voler. On va détailler maintenant les 3 éléments, à commencer par le compresseur. Le compresseur, c'est une sorte d'hélice à pales très rapprochées et nombreuses. En tournant, ces pales vont aspirer de l'air dans le moteur. Les différents étages d'un compresseur vont permettre d'augmenter la pression de l'air dans le moteur. Le moteur a ensuite une forme convergente destinée à accélérer l'air provenant du compresseur. L'étape suivante consiste à brûler l'air avec du carburant pour lui fournir de l'énergie, c'est-à-dire pour l'accélérer. C'est la combustion. La turbine maintenant. L'air va passer dans une turbine, une sorte d'hélice, comme le compresseur, qui va se mettre en rotation. Cette turbine est reliée par un arbre de compresseur et va donc l'entraîner dans son mouvement. Le compresseur va donc aspirer de l'air, qui va à son tour faire tourner la turbine, qui va faire tourner le compresseur, et ainsi de suite. C'est un mouvement perpétuel rendu possible par l'accélération de l'air en amont de la turbine, grâce au convergent et à la combustion. Remarquez qu'un réacteur n'est autre qu'un moteur à 4 temps, comme le moteur à piston de votre voiture. Admission, compression, combustion, puis détente ou échappement. Voilà, la session d'aujourd'hui est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la session prochaine. Sur ce, portez-vous bien et à très vite, Inch'Allah.